va poursuivre avec le sujet de l'innovation de rupture et du stockage énergétique. Car on le sait, les EMR représentent un marché d'innovation en soi. C'est notamment grâce à cela que les coûts ont considérablement diminué dans l'éolien en mer. Et évidemment, il y a les enjeux d'innovation de rupture, la deep tech, qui s'appuie parfois notamment sur le biomimétisme. Alors, quelles sont toutes ces innovations radicales? Est-ce qu'elles vont modifier les repères du marché? Pour en parler, j'invite à me rejoindre sur scène Aurélien Babarit, Pierre Tuffigo et Rune Reinersten. Je vous en prie. Thank you. Bonjour messieurs, bienvenue. Can take off, vous pouvez enlever vos masques. Alors je ne vous ai pas tous identifiés entre Aurélien et Pierre. Alors c'est ? Je suis Aurélien. Aurélien, voilà. Alors on prononce le T ou pas dans votre nom ? On ne prononce pas le T. Et alors Babari, voilà, voilà, tout à fait. Directeur technique, vous êtes inventeur de la technologie Farwind Energy, dont vous allez nous parler évidemment dans un instant. À vos côtés, Pierre Tuffigo, merci d'être avec nous, CEO de Hellwave, et puis Rune Reinersten. Je vais y arriver, sorry, Sales and Marketing Director of Origo Solution. Donc là, on va voir vraiment beaucoup d'innovations, on va dire, de rupture ou radicales à travers les exemples que vous allez nous présenter les uns et les autres. Je commence par vous, Aurélien Barbary, et Farwind. Alors, vous développez une technologie de rupture pour permettre l'exploitation du vent en haute mer, c'est ça? Je ne me trompe pas? Enfin, vous me l'avez dit de toute façon. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Tout à fait. On développe donc une solution qui est vraiment assez différente de ce qu'on a pu faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui en éolien. J'avais préparé quelques slides. Je sais pas si bien sûr, on peut les diffuser. Hein. Il suffit de demander quand vous voulez qu'elles passent. Okay, super, merci. Un des points de départ, il y en a plusieurs, mais un des points de départ, c'est ce constat que si on regarde où est la ressource éolienne sur la planète, en fait, très clairement, elle est au large, elle est très loin, elle est plutôt loin des côtes, là où on ne va pas la chercher aujourd'hui, en fait. Et ce qui est difficile pour aller la chercher, c'est le raccordement, l'ancrage, les installations, l'opération, la maintenance. Donc, par rapport à ces difficultés-là, on a imaginé avec un collègue, je suis co-inventeur de cette solution, une technologie qui permettrait peut-être d'aller la récupérer. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc notre solution, on appelle ça un navire à énergie. L'idée est en fait de revenir un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire utiliser le vent pour propulser un navire. Et sous ce navire, vous allez trouver des hélices qui ne sont pas là pour faire avancer le navire, mais pour produire de l'électricité. Voilà, ces hélices, elles freinent le bateau et elles produisent de l'électricité. Le navire est propulsé par ce qui s'appelle des rotors Flettner. C'est la même chose qu'une voile, mais un petit peu, avec un principe un petit peu différent. Et donc forcément, ces bateaux, ils ne sont pas connectés. Donc on a un stockage d'énergie à bord sous différentes versions en fonction des marchés. On a des batteries, on fait de l'hydrogène et puis on envisage également à un petit peu plus long terme de faire du carburant liquide sous forme de méthanol. Voilà, je dois avoir une petite vidéo pour exactement illustrer. Pour expliquer, parce que donc vous avez réalisé la preuve de concept de votre technologie au printemps de cette année, c'est ça? Voilà, c'est tout récent, effectivement. C'est un sujet sur lequel moi je travaille depuis 4 ans, en fait d'abord dans un contexte académique, puis j'ai créé Farwind avec mes associés l'été dernier. Et vous venez de l'école centrale de Nantes? Absolument. On peut le préciser comme ça. Tout à fait, ouais, tout à fait, de l'école centrale de Nantes. Et donc ce que vous avez sous les yeux, c'est la démonstration qu'on peut produire de l'énergie avec un multicoque propulsé par un rotor Flettner. On a toutes les briques sur ce bateau-là, le stockage batterie, on a le rotor qui fait avancer le bateau et un hydrogénérateur entre les deux coques, au niveau de la poutre avant, qui du coup convertit la vitesse d'avance en électricité. Donc ça, c'est pour la démonstration. Et maintenant, alors, quand est-ce que ça va être mis à l'eau, tout ça? Parce que les prochaines étapes pour vous, là... les prochaines étapes, c'est bien sûr de passer par une phase de démonstration. Donc, on a pour ambition de mettre à l'eau un démonstrateur en 2024. Voilà. Alors, comment vous êtes financé, accompagné dans votre aventure aussi? Écoutez, aujourd'hui, on a bouclé une première levée de fonds en amorçage, qui nous a permis quand même d'avoir des moyens financiers qui devraient nous amener jusqu'à la phase de la décision finale d'investissement sur le démonstrateur qu'on voit fin 2022, l'année prochaine. Merci à vous pour cette présentation aussi de cette innovation deep tech dont je parlais. On va poursuivre avec Pierre Tuffigo, CEO de Hellwave. Alors là, on est sur des produits de systèmes de détection. Ça marche normalement au moment où vous parlez, ça ne vous inquiétez pas. Donc, vous valorisez les travaux en fait du laboratoire de biorobotique de l'Institut Mines Télécom Atlantique. Et donc, en quoi ça consiste ?
Donc, le laboratoire qui est situé à Nantes. Oui, exactement. Voilà, on a. La société Wavely est située à Nantes. En fait, ce laboratoire a travaillé depuis 2005 sur reproduire une technologie ou un moyen de perception utilisé par des poissons qui vivent en Afrique et en Amérique du Sud. Voilà, on est sur le fameux biomimétisme dont je parlais tout à l'heure en introduction. Et donc ces poissons vivent dans des eaux très sales, très encombrées. Et dans ces eaux, la vision et l'acoustique n'est pas efficace. Et donc l'évolution naturelle a conduit ces poissons à se doter d'un mode de perception électromagnétique. Donc en fait, ces poissons génèrent un champ électromagnétique autour d'eux et ils vont percevoir les perturbations du champ électromagnétique par un objet, une proie, ou un caillou, ou une branche, etc. Et donc ce laboratoire a reproduit, donc a mené des travaux académiques, a reproduit ce mode de perception en laboratoire. Et la société a été créée en février 2018 pour industrialiser cette solution. Et donc aujourd'hui, on est dans le processus d'industrialisation de cette solution, et dont l'objectif étant d'équiper des véhicules sous-marins, les ROV ou les drones sous-marins, les AUV, pour les doter de cette bulle de perception et les aider à naviguer de manière plus efficace, plus sécurisée que ce qu'ils font aujourd'hui. Et également une autre application qui est la détection des objets enfouis, dont les câbles, les pipelines, etc. Alors, vous l'avez aussi en image, non? Vous avez des vidéos, vidéos, voilà, exactement, parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir, comme on dit, comment ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est la vidéo. Donc en fait, on va voir sur cette vidéo deux implémentations sur un ROV, un véhicule téléopéré. Et donc on équipe ce véhicule du capteur. Donc il y a un caisson dans lequel il y a toute l'électronique embarquée et des électrodes. On voit les électrodes. Et donc on génère un champ électromagnétique, on a une bulle de perception autour de ce véhicule. Et donc là on va voir ce véhicule qui va s'approcher de fondations d'éoliennes. Et donc en fait quand le véhicule s'approche des fondations, il détecte, là ça va être les piliers. Et en fait, on a une image en temps réel. Donc, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est une image de l'IHM, du logiciel. Et donc, en fait, on voit en temps réel, du coup, l'image électrique de l'environnement. Donc, ça, c'est ce qu'on voit en eau libre. Et en fait, le champ électromagnétique se propage également dans les sédiments marins. Et donc, on va voir également ce qui est enfoui. Et donc, un des grosses applications, c'est la détection et le suivi autonome des câbles de puissance pour les éoliennes en mer, des pipelines, des UXO ou des mines dans le domaine de la défense. Et donc c'est un petit système, donc en fait on équipe les ROV et on équipe également les AUV, donc les drones sous-marins, et on dote ces drones sous-marins de la même capacité de détection et dans l'eau et sous les sédiments. Ouais. Donc on voit un petit peu le potentiel un peu de marché aussi. Ça permet aussi de réduire les coûts, c'est ça, des EMR? Oui, en fait, pour tout ce qui est inspection, maintenant, c'est des infrastructures offshore, donc les éoliennes, les infrastructures pétrolières. Donc il y a un grand mouvement de déploiement des drones sous-marins, les drones sous-marins étant pouvant opérer 24 heures sur 24 d'une manière plus efficiente que les ROV. Donc moins cher. Et donc le déploiement de ces AUV permet de réduire les coûts de maintenance. Mais ces AUV aujourd'hui sont équipés de sonars pour détecter leur environnement. Et donc c'est très limité en matière de détection. Et notre bulle de détection permet d'aider ces véhicules à naviguer de manière efficace, sécurisée autour des infrastructures. Alors comment vous êtes financé et c'est quoi vos prochaines étapes? Alors du coup, on a 3 types de financement. On a des financements publics, donc en France, BPI France. Là, tout récemment, on est lauréat d'un appel à projet européen, donc qui était très sélectif, Blue Economy Window. Donc on a une grosse subvention de la Commission européenne. On a fait une levée de fonds l'année dernière. Et par ailleurs, on travaille avec les industriels du domaine. Donc, on a des contrats avec Total, Fugro, Technip, Saipem, etc. Les fabricants de véhicules et les opérateurs de véhicules. Et donc, c'est cet ensemble-là qui, petit à petit, conduit au déploiement des systèmes, au déploiement commercial des systèmes. Voilà, donc nouvelle technologie, là encore, qu'on vient de dévoiler avec vous. Alors, on va poursuivre cette tournée des innovations de rupture avec Rune Reinertsen from Origo Solution. You will talk about SCADA system for floating offshore wind. You want to start with the video to explain a little bit more? What is your technology? I can give a little introduction first. Yes, you can. Firstly, thanks for letting us talk here. We're from Norway, based in Norway. We've done the SCADA system for Hywind Scotland and also for the first floating wind farm that's been talked about by Equinor today. And also we just received the SCADA contract, or the common SCADA contract for the Dogger Bank A, B and C,
which will be the world's biggest wind park with 3.6 gigawatts in operation in 2026. And based on that, we've looked upon the need for collecting data and make it available for on one interface. And I have this saying sometimes: when you drive your car, you don't have a green light for your oil. You have to see what's necessary to see, and that's the optimization of this for the operator. Yeah, you can show the video, I guess. There's voices to this, obviously, but what we've seen is that the information... It will be your voice. Yeah, now it's my voice. The information that's available today on some of these control rooms, we can see up to 9 different screens to operate one wind park. And one of our sister companies, Global Maritime, has actually been removing one of the nacelles when the operator released the brakes. And which is nothing fortunately happened, but it's a very big safety factor that you have to remember. You don't see any of these turbines, and they're located over a very big area. And normal operations in a factory or a oil platform normally has a common SCADA system. But the thing is that this is not the same case in the wind parks, and it's a very need for this, and you need to collect information in one place. And this also, this SCADA Plus, enables other intelligence services. We could do predictive maintenance if there's a company that's allowed to do that. We have open APIs, and they can then say, okay, this bearing is going to be, you have to replace it within the next 6 months, for instance, because of vibration and heat. And we can then check with the storage, do you have this bearing? It's a long delivery time. Yes, it is, and then make a pack list, and you can ship this to the port, but you don't ship it until there's another maintenance going in the same area, so that if there's a filter or something else that needs to be done on this turbine, or the one next to it, then you ship it, and you then save a lot of money on the logistics especially. Yes, and if this system can be used for more than offshore wind, I think so. Yeah, it can. We've actually also used it on a hybrid solution. But I think the more complex the system is, the more need for it is. So it's specially made for this IEC 61400, which is an offshore wind data model. So it's very easy to have the data flow around for the different system that needs it. And what part of the process is it best suited? Well, it's very optimized for operation and maintenance, but also for safety with the example I had. And the wind industry in general does have a need for a better safety. It is more accidents than necessary out there. Thank you for this presentation. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit peut-être pour Aurélien et Pierre. Hier, on parlait d'innovation, on parlait de financement de l'innovation. Parfois aussi, l'innovation de rupture, c'est pas simple, hein, parce qu'il faut aussi de la pédagogie. Ça a été facile, vous, d'arriver avec votre projet un petit peu en rupture? Qui va répondre? Ça n'a pas été trop compliqué. Et non, ça n'a pas été... En tout cas, il y a eu une démarche initiale qui a été d'aller voir, 4 ou 5 ans, une démarche initiale qui était d'aller voir les industriels du domaine, les fabricants de véhicules, les opérateurs de véhicules, d'expliquer au fond assez naïvement, assez simplement, ce qu'on était capable de faire. Et du coup, cette démarche assez naïve ou cette étude de marché qu'on avait fait, cette petite étude de marché, a permis quand même de bien cerner les applications d'intérêt, en tout cas les prioritaires, et a permis de prendre contact, et les contacts que l'on a aujourd'hui ou les contrats résultent directement de ces premières démarches. Donc finalement, ça n'a pas été aussi compliqué que ça. Aurélien? Ouais, moi je voulais ajouter, c'est même plus facile. Ça a été plus facile pour nous que ça ne l'a été pour moi avant, quand j'étais au laboratoire. Ah oui. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du soutien pour étudier cette solution sur les financements publics. Et là, depuis qu'on la développe dans un cadre entrepreneurial, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est qu'assez ce qui m'a un peu surpris, voilà. C'est assez notable. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous invite à repartir.